Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'électronique, la troisième du cours sur le filtrage. Donc dans la première, on avait mis en évidence la notion de fonction de transfert, on l'avait définie. Dans la deuxième, on avait appliqué cette définition et cette mise en évidence à un circuit RLC série. On avait par exemple défini l'ordre d'un filtre, le type de filtrage qu'il opérait, en fonction qu'on pouvait déterminer à l'aide de la fonction de transfert. On avait aussi parlé des formes canoniques, des équations différentielles, comment passer de l'équation différentielle à la fonction de transfert. Enfin, on avait traité un certain nombre de petites méthodes comme ça. Et là, on va vraiment arriver au rôle le plus important de la fonction de transfert, c'est de déterminer le signal en sortie d'un filtre. Donc, on vous donne un signal d'entrée, x de t égale 3 plus 2 cos 10 puissance 3t plus pi sur 3 plus 5 10 puissance 4t. On vous donne une fonction de transfert et on vous demande de trouver la sortie du filtre. Donc, on va dans un premier temps faire tous les rappels de cours nécessaires pour traiter cet exercice, et puis ensuite on va faire la correction. Donc soit vous voyez cette vidéo comme un exercice d'entraînement, dans ce cas-là vous mettez la vidéo sur pause et vous pourrez tout de suite aller voir, et vous cherchez l'exercice, et vous irez voir si vous avez bon, soit vous attendez un petit peu, vous revoyez les points de cours importants, et puis vous mettrez sur la vidéo sur pause à la fin des rappels, comme ça vous chercherez l'exercice à ce moment-là. Donc, on va voir que voilà, la fonction de transfert nous permet de trouver la sortie du filtre, et on va voir en quoi le gain de la fonction de transfert, c'est-à-dire son module, et en quoi son argument sont des choses extrêmement importantes, et tellement importantes qu'on les représente souvent sous forme de diagramme, le diagramme de Bode en gain et le diagramme de Bode en phase. Alors pour tout ce qui est de la construction des diagrammes de Bode, on avait déjà vu tous les rappels en vidéo. Il faut que vous sachiez faire le diagramme asymptotique du passe bas et passe haut d'ordre 1, d'ordre 2, et aussi le passe bande d'ordre 2. Et aujourd'hui, et là on va essayer de bien comprendre comment on s'en sert. Alors, faisons d'abord un rappel sur ce que nous savons. Nous savons que si nous mettons un signal d'entrée E, nous avons un système linéaire sigma. Nous mettons un signal d'entrée E qui était sinusoïdal, E cos oméga t plus phi E. Et bien nous avons vu que la sortie était une sinusoïde de même pulsation. Donc ça c'est ce qui ne change pas. En revanche, ce qui change, c'est son amplitude. L'amplitude de sortie n'est pas a priori la même que l'amplitude d'entrée. Et la phase à l'origine. Pardon, c'est pas la même que la phase à l'origine de la sortie, donc je l'appelle phi s. Et la question en fait à laquelle on va chercher à répondre maintenant, c'est que vos grands S et que vos petits phi s. Alors, rappelons-nous ce que nous savons. Nous savons que H, c'est par définition le signal complexe associé à la sortie sur le signal complexe associé à l'entrée. Si je les écris, c'est S exponentielle J phi S sur E exponentielle J oméga T plus phi E. Et ça, je peux aussi le condenser comme S sur E exponentielle de J phi S moins phi E. Donc ça, c'est ce qu'on connaît déjà. Et bien, à partir de ça, on va pouvoir déterminer grand S et phi S. On va pouvoir déterminer ces deux inconnus. Alors, plaçons un signal E cos oméga t plus phi E à l'entrée d'un filtre. Quelle est l'expression de S de t? Bien, nous l'avons vu, S de t, c'est S cosinus oméga t plus phi S, avec ici l'amplitude S et la phase d'origine phi S, qui sont des inconnus pour le moment. C'est qu'on va chercher à déterminer. Alors, montrons que justement, S, c'est le module de H fois E. Eh bien, on sait que H, c'est égal à S sur E exponentielle J de phi S moins phi E. Eh bien, nous allons prendre le module de cette relation. Donc, le module du membre de gauche, eh bien, c'est le module de H. Module de H. Et le module du membre de droite, ben, c'est S sur E. Puisque exponentielle J phi S moins phi E, c'est un nombre complexe de module 1. Et donc, il me reste S sur E. S et E étant positifs toutes les deux, on a bien S sur E qui est positif, et donc c'est bien le module. Et d'où S, c'est le module de H, donc H c'est une fonction de j oméga, donc ça va être évalué à la pulsation de travail, fois le module de l'entrée. Donc ça c'est la première relation essentielle. On va les commenter après, mais on va déjà établir la relation maintenant qui permet de trouver phi S. Prenons désormais l'argument. Donc vous voyez, on avait cette relation-là. On a pris le module, ça nous a donné le module de H. Maintenant, on va prendre l'argument. Eh bien, l'argument de H, c'est l'argument
de S sur E exponentielle de J phi S moins phi E, et bien ça, par définition de l'écriture exponentielle avec les complexes, c'est phi S moins phi E, d'où phi S égale phi E plus argument de H. Donc on va noter ces deux résultats, puis après on va commenter un petit peu l'importance. On va commenter un petit peu leur importance. Voilà. Donc, c'est vraiment la chose essentielle à retenir. Si on a un signal sinusoïdal, et bien sa sortie sera aussi une sinusoïde de même pulsation, mais d'une amplitude S qui vaudra le module de H à la pulsation de travail fois l'amplitude d'entrée, et la phase à l'origine de sortie sera l'argument de H à la pulsation de travail plus la phase d'origine d'entrée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que le module de votre fonction de transfert est directement lié à l'amplitude de la sinusoïde de sortie. Autrement dit, si vous êtes à une fréquence, à une pulsation où le module de H est supérieur à 1, ça veut dire que l'amplitude de sortie aura une amplitude, pardon, le signal de sortie aura une amplitude plus grande que le signal d'entrée. Si le module de H est supérieur à 1, la sortie aura une amplitude plus grande que l'entrée. A contrario, si le module de H est plus petit que 1, la sortie sera d'amplitude plus faible. Donc c'est très intéressant pour un système de connaître le module de H en fonction de la pulsation. Pour voir s'il y a des pulsations où il est supérieur à 1 et donc on amplifie, et si des pulsations où le module de H est plus petit que 1, et là en sortie on aura une amplitude très faible. C'est pourquoi on trace le diagramme de Bodenguin, puisque c'est lui qui nous permet de tracer le module de H en fonction de la pulsation. Alors tout ça, ça se fait avec des échelles log, c'est pour ça qu'on trace le gain en décibels en fonction de oméga en échelle log, mais ça dit la même chose. C'est juste pour faire apparaître des asymptotes, des droites asymptotiques en haute et basse fréquence qu'on trace en échelle logarithmique, mais le principe qui est derrière, c'est le même. C'est de voir pour quelle gamme de fréquences, par exemple, on va avoir une amplitude de sortie maximale. Ça, c'est ce qu'on appelle... Si l'amplitude de sortie, si le module de H passe par un maximum au cours de l'évolution de oméga, on appelle ça le phénomène de résonance, par exemple. Donc, le module de H est associé à l'amplitude de la sortie et au rapport de l'amplitude de la sortie sur l'amplitude d'entrée. L'argument de H, elle, caractérise le décalage du signal de sortie par rapport au signal d'entrée, puisqu'on voit que c'est la différence des phases à l'origine qui est égale à l'argument de H. Donc si on veut déphaser, il existe par exemple il existe un montage électronique qui s'appelle le déphaseur, c'est-à-dire qu'il y a un module de sa fonction de transfert qui est toujours de 1, c'est-à-dire que le signal d'entrée a toujours une amplitude qui est égale au signal de sortie, enfin le signal de sortie est toujours de même amplitude que le signal d'entrée, mais par contre, on peut s'arranger par exemple pour que le signal d'entrée et le signal de sortie soient déphasés de pi sur 2, soit en quadrature. Alors ça c'est intéressant, par exemple si on veut alimenter deux bobines qui sont perpendiculaires avec des courants déphasé de pi sur 2, ça permet de générer en fait entre les deux bobines un champ magnétique tournant, et ça permet de créer un moteur, parce que si on met une boussole à l'intérieur, la boussole va tourner, et là vous fabriquez ce qu'on appelle un moteur synchrone. Donc voici une application de l'argument de H, et du déphasage entre l'entrée et la sortie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, et puis maintenant on va l'appliquer. Alors le problème, c'est que là on s'est limité à un signal d'entrée sinusoïdal. Qu'est-ce qui se passe pour d'autres signaux d'entrée? Par exemple, qu'est-ce qui se passe si le signal d'entrée est une constante? Eh bien, on peut voir la constante comme un cas particulier de sinusoïde avec une fréquence nulle. C'est un peu comme quand on travaille avec la composante continue, où la valeur moyenne d'un signal, dans le spectre, on la représente toujours à f égale 0. Donc on peut imaginer que c'est le cas particulier d'une sinusoïde avec une pulsation nulle, et dans ce cas-là, si on entraîne une constante, on aura aussi une constante en sortie, elle vaudra S, elle vaudra H évalué en 0 fois E. Alors H évalué en 0 en fait sera un nombre réel, ça sera toujours le cas, donc S c'est bien un nombre réel constant, et la valeur absolue de H de 0 est appelée le gain statique. Le gain statique, c'est ce par quoi on multiplie le signal d'entrée lorsqu'il est constant, pour trouver le signal de sortie. Donc voilà, donc maintenant on s'est traité le cas d'un signal d'entrée sinusoïdal, on s'est traité le cas d'une entrée constante, il faudrait essayer de trouver comment trouver la sortie du système si l'entrée est un signal quelconque. Alors pas complètement quelconque, on va déjà se limiter à des signaux périodiques. Vous vous souvenez l'exemple du pont, on avait considéré un pont qui peut osciller suite à des bourrasques de vent, donc là j'aurais par exemple
la vitesse du vent, qui serait une succession d'impulsions, bah, quel serait, par exemple, l'angle que fait le pont au cours du temps? Eh bien ça, on peut le déterminer en régime permanent sinusoïdal si on décompose ce système périodique avec sa décomposition en série de Fourier. Alors vous savez que tout système périodique, d'après ce que nous disent Fourier, la propriété de décomposition de Fourier, c'est que tout signal périodique peut se décomposer en un signal constant, qui est sa valeur moyenne, ou aussi appelée composante continue, et en une somme de sinusoïdes dont les pulsations sont toutes multiples de la pulsation du fondamental, qui correspond à la fréquence du fondamental, c'est la fréquence de votre signal. Donc, je recommence, un signal périodique, il a une valeur moyenne, et à cette valeur moyenne, on peut sommer une somme de sinusoïdes. La première des sinusoïdes, c'est celle qui a la même fréquence que votre signal de départ, c'est ce qu'on appelle le fondamental, et ensuite, il y a d'autres sinusoïdes qui ont des fréquences multiples du fondamental, qu'on appelle les harmoniques. Et donc, regardez, ça peut se mettre comme ça. Tout signal périodique en entrée peut être vu comme une composante continue et une somme de sinusoïdes. Or, si une composante continue, c'est une constante. On sait calculer la sortie qui correspond à une constante. Ça, la sinusoïde 1, la sinusoïde 2, la sinusoïde 3, ce sont des sinusoïdes, donc on sait calculer les sorties qui correspondent. Ce qu'on aimerait bien, c'est que la sortie qui correspond à la somme de tous ces termes, c'est la somme des sorties qui correspondent chacune indépendamment à un terme. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire c'est la sortie qui correspondrait à chacune des entrées prises seule. Alors est-ce qu'on a le droit de faire ça? Bah oui, on a le droit de le faire puisqu'on travaille avec un système linéaire. Et un système linéaire, par définition, vérifie le théorème de superposition. Donc on peut regarder le signal d'entrée qui est constitué de plein de sous-signaux qu'on a sommés. On peut les regarder tous individuellement en éteignant les autres en quelque sorte. Regardez à chaque fois la sortie qui correspond et ensuite sommer les sorties, les différentes sorties, et ça vous donnera le signal de sortie complet. Voilà ce qu'on appelle le théorème de superposition. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais on va le voir sur un exemple, ça sera plus clair. Donc si le signal d'entrée n'est pas sinusoïdal mais périodique quelconque, on va d'abord le décomposer en une somme de sinusoïdes. Et la sortie du filtre sera donc la somme des sorties correspondant à chacune des sinusoïdes en vertu du théorème de superposition. Alors quand je dis qu'on le décompose en une somme de sinusoïdes, je considère que la composante continue c'est une sinusoïde de pulsation nulle, donc elle est incluse dans cette somme de sinusoïdes. Donc voilà, maintenant qu'on a revu tous les points, on va chercher l'exercice d'application. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le chercher, et puis on va la corriger tout de suite. Donc on s'aperçoit que le signal d'entrée, eh bien, il est constitué d'une somme de 3 termes. Eh bien, on va regarder chacun des termes indépendamment, on va calculer la sortie qui correspond, et puis on va sommer chacune des sorties qu'on a trouvées pour trouver la sortie qui correspond à x. Alors, supposons, on va faire 3 cas, une entrée qui vaut 3. Ça, c'est une constante. Eh bien, d'après le point de cours que nous avons vu, la sortie vaut h de 0 fois 3, et quand vous remplacez oméga par 0 ici, vous voyez tout de suite que ça fait 2. On a un gain statique de 2 ici. Donc S de t vaudrait 6. Deuxième cas, supposons maintenant que l'entrée soit seulement 2 cosinus de 10 puissance 3 t plus pi sur 3. Et bien dans ce cas-là, la sortie serait l'amplitude du signal d'entrée fois le module de h. C'est une sinusoïde de même pulsation, donc je relaisse un cosinus 10 puissance 3. Mais la phase à l'origine de la sortie, c'est la phase à l'origine de l'entrée, donc pi sur 3, plus l'argument de h. Alors, il va falloir donc calculer le module de h et l'argument de h. Mais ce module et cet argument, ils sont à évaluer à la pulsation de votre signal. Et la pulsation du signal, ici, c'est 10 puissance 3. Donc, ici, c'est module de h évalué en oméga égale 10 puissance 3 radians par seconde. Et de la même manière que l'argument de h, c'est aussi en oméga égale 10 puissance 3 radians par seconde. Donc, on va évaluer h en 10 puissance 3 radians par seconde. Que vaut-il? Il vaut 2 sur 1 plus j. D'accord? Puisque vous avez ici oméga sur 10 puissance 3 qui vaudra 1. Et donc, son module
mais ça fait module de 2 sur 1 plus j, donc ça fait module de 2 sur module de 1 plus j, ça fait 2 sur racine de 2, et donc ça fait racine de 2. Son argument, eh bien c'est argument de 2, donc vous savez que les arguments ça fonctionne comme les logarithmes, hein, donc je peux faire la soustraction du numérateur et du dénominateur, et l'argument de 2 est un réel positif, son argument vaut 0, et l'argument de 1 plus j c'est pi sur 4, alors ça vous l'avez en faisant le plan complexe, si vous... 1 plus j dans le plan complexe se situe, donc là j'ai les parties réelles, là j'ai les parties imaginaires, 1 plus j se situe ici, c'est sur la bisectrice du premier cadran, et l'argument c'est l'angle que fait la droite bleue là par rapport à l'horizontale, et donc elle vaut bien pi sur 4. L'argument de 1 plus j c'est bien pi sur 4. Et donc, maintenant que j'ai trouvé son module et son argument, je peux trouver S, d'où S de t qui vaut 2 racines de 2, cosinus de 10 puissance 3t, plus pi sur 3 moins pi sur 4, ça fait plus pi sur 12. Voilà. Donc là, j'ai trouvé la sortie correspondant à l'entrée E de t égale 2 cos 10 puissance 3t plus pi sur 3. Et bien maintenant, nous allons faire le dernier cas. Supposons une entrée qui valait... Alors, le troisième terme qu'on a sommé, c'est 5 10 puissance 4t. Non, 5 cos 10 puissance 4t. Et bien la sortie, je vais multiplier 5 par le module de h évalué cette fois-ci en 10 puissance 4 radians par seconde. Fois le cosinus de 10 puissance 4t plus l'argument de h. Alors je ne le réécris pas, mais toujours évalué à cette même pulsation, puisque ici la phase d'entrée était nulle, la phase à l'origine de l'entrée était nulle. Or, h évalué en j 10 puissance 4 radians par seconde, ça va donner ici 2 sur 1 plus 10j, puisque on va avoir du 10 puissance 4 sur 10 puissance 3 qui apparaît, et donc ça vaut 10. Je peux calculer son module. Donc on va trouver 2 sur racine de 1 plus 100, racine de 101, et si on se laisse un seul chiffre significatif, ça va faire 2 sur 10, donc ça va faire 0,2. Et d'argument, alors on va calculer l'argument de 2 moins l'argument de 1 plus 10j. Alors l'argument de 2 c'est 0, et pour l'argument de 1 plus 10j, bah, pareil, on va tracer le plan complexe. 1 ici, 10 ici, et moi je cherche donc l'argument de 1 plus 10j que j'appelle ici phi, ça je l'appelle phi, et on s'aperçoit que tangente phi, dans ce triangle rectangle ici, ça vaut 10, 10 sur 1, donc 10, et donc phi vaut arctangente de 10, et donc ici on a 0 moins arctangente de 10, et donc je peux calculer S de t qui vaut 0,2 fois 5, ça fait 0,1, cosinus de 10 puissance 4t moins arctangente de 10. Et donc, là j'avais en fait considéré chacune des entrées. La première entrée, 3, tout seul. La deuxième entrée, 2 cos 10 puissance 3t plus pi sur 3. La troisième entrée, toute seule. Et bien j'ai calculé la sortie qui correspondait. Ben, maintenant je vais faire la somme des 3 sorties qu'on avait trouvées. Donc ça c'est en vertu du principe du théorème de superposition. En vertu du théorème de superposition, je peux calculer le S de t de notre exercice. 6 plus 2 racine de 2, c'était cosinus 10 puissance 3t plus pi sur 12, plus 0,1 cosinus 10 puissance 4t moins arctangente de 10. Et ça, c'est la sortie qui correspond à x de t qui nous était proposé. Donc c'était 3 plus 2 cosinus 10 puissance 3t plus pi sur 3 plus 5 cos 10 puissance 4t. Alors pourquoi j'ai redessiné les deux? Parce qu'on nous demandait aussi de tracer le spectre du signal d'entrée et du signal de sortie. Donc le spectre, c'est quelque chose qui a en abscisse la pulsation ou la fréquence, donc je vais mettre oméga, et on va tracer le spectre en amplitude, donc on va mettre l'amplitude en ordonnée. Donc
Je vais tracer le spectre de S en jaune et le spectre de l'entrée X en bleu. Alors je vais commencer par l'entrée. On a la valeur moyenne qu'on met, donc oméga je vais le mettre en radians par seconde. La valeur moyenne, on la met à la pulsation nulle, elle valait 3 pour X. Donc 1, 2, 3, pas terrible ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc là on était à 3. Et il y avait aussi une sinusoïde de pulsation 10 puissance 3 et une sinusoïde de pulsation 10 puissance 4. Donc ici, je ne me soucie pas trop de l'échelle. Donc, pour X, on avait 2, une amplitude de 2, ici, à la pulsation 10 puissance 3, et une amplitude de 5, donc 3, 4, 5, ici à peu près, à la pulsation 10 puissance 4. Donc voilà le spectre du signal X constitué de 3 raies, une pour la valeur moyenne et une pour chacune des sinusoïdes. Pour la sortie, eh bien la valeur moyenne maintenant c'est 6. Donc voilà, on est là à 6. Donc en jaune c'est le spectre de la sortie. À 10 puissance 3 radians par seconde, on a 2 multiplié par racine de 2, donc on est un petit peu au-dessus. Et à 10 puissance 4t, on a 0,1. Donc là, on a fortement diminué. Donc autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé quand on a appliqué le filtre de fonction de transfert H? C'est ce qui s'est passé, d'accord? On a pris X, on l'a mis dans le filtre de fonction de transfert H, et on a trouvé S. Eh bien, on voit que cette fréquence-là, de 10 puissance 4 radians par seconde, a été très coupée. La valeur moyenne a été amplifiée. Et au niveau de 10 puissance 3, ça a été légèrement amplifié. Donc ça nous laisse à penser que le filtre utilisé, c'était un filtre passe-bas. Puisque la plus basse des fréquences, elle a été amplifiée d'un facteur 2. Ici, au niveau de 10 puissance 3 radians par seconde, on est encore un petit peu amplifié, mais pas du même facteur que la basse fréquence. Et la haute fréquence a été très coupée. Donc on s'attend ici à un filtre de type passe-bas. Et en fait, quand on revient voir la fonction de transfert, bah oui, ça, c'est de la forme canonique d'un passe-bas. On la reconnaît, d'un passe-bas de gain statique 2 et de pulsation de coupure 10 puissance 3 radians par seconde. Alors pour voir que c'est un passe-bas, on peut par exemple calculer la limite de H. Quand oméga tend vers 0, on voit bien que ça fait 2, on retrouve le gain statique, et quand oméga tend vers l'infini, on voit que ça fait 0. Donc les très hautes fréquences, plus la fréquence est haute, plus elle est coupée. Donc voilà, tout ça c'est cohérent. Et donc voilà pour cet exercice. Pareil, quelque chose de très classique, donc il faut savoir refaire rapidement, et pour lequel on s'est entraîné. Voilà.